Et bonsoir à tous, on se retrouve déjà à nouveau sur une analyse du BTC et durant cette vidéo je vais également mettre le point sur le holding, c'est-à-dire l'achat long terme. Est-ce qu'il est bon pour vous d'en faire oui ou non? Est-ce que même pour vous il est préférable de peut-être faire du holding par rapport tout simplement à du trading? Peut-être que vous n'avez pas le tempérament ou une personnalité qui vous permet de tenir le trading. Donc on va voir ensemble finalement si la meilleure des décisions c'est peut-être celle que vous avez fait de faire du trading et si au contraire il n'y a pas une meilleure décision qui est celle de ne plus toucher à rien et de faire que du hold, en tout cas en termes de rentabilité, c'est-à-dire un retour sur investissement. On va regarder ça ensemble par rapport à différents petits graphiques, par différents petits outils également, bien entendu. Juste avant, on va commencer comme d'habitude l'analyse tout de même du BTC. Joli petit rebond actuellement, encore une fois. Mes vidéos, c'est vrai qu'elles sont longues, elles font 24 minutes, mais si vous regardez toute la vidéo, vous voyez tout le développement du plan. C'est-à-dire que quand on a grandi la vidéo de ce matin 10 janvier, on voyait bel et bien ce rebond se faire. On va pas le nier, on était dans des points d'achat. Les petits rectangles verts qui sont ici à l'écran, ce sont des points d'achat et pas des points de vente. Il faut bien se comprendre, bien entendu. Donc, quand on est dans un point d'achat, c'est-à-dire qu'on s'attend à quoi? Un rebond. Le rebond est indiqué ici à l'écran, d'accord? Donc, point d'achat aux alentours, encore une fois, entre ces deux petits rectangles verts, parce qu'on n'a pas été chercher pile poil, en tout cas les zones que j'avais indiquées personnellement en vidéo. On a dépassé le premier point d'achat, c'est-à-dire le premier take profit partiel pour ceux qui avaient initié un short, bien entendu. Rebond qui a été cherché actuellement, je vais regarder ça directement avec vous à l'écran. On a été chercher les 8199 $. On va regarder où est-ce qu'on en est, etc. À quoi on peut s'attendre également, bien entendu. Il faut comprendre une chose, c'est que dès qu'on passera le niveau invalidant, donc ici le plus haut qui a été fait au prix, en tout cas sur Bitfinex ici des 8444 $, il faudra sortir de trade baissier. Si vous êtes dedans, bien entendu, on ne va pas laisser un trade courir dans le rouge, alors que non, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de faire du bénéfice, de l'argent et bien entendu pas faire des pertes. Donc on va analyser ça. Juste avant, encore une fois, je voulais remercier les dernières donations reçues ce soir d'ailleurs, merci à vous. Vous le savez, en fait, les donations, ça fonctionne par palier. Quand vous faites certains paliers, vous pouvez me demander si vous le désirez, toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté, vous pourrez faire le même travail. Point d'entrée, poser vos stop loss, mettre également des take profit partiels, faire des scénarios plus ou moins long terme également. Enfin, vous faites un peu ce que vous voulez, bien entendu. Et en plus de ça, si vous le désirez, vous pouvez également me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Je pense que d'ailleurs, avant de commencer l'analyse de ceci et de voir ceci, parce que ça va faire vraiment la plus petite partie de la vidéo, on va parler de vraiment l'investissement en Bitcoin, d'accord? Donc il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a des personnes qui pensent que le trading, c'est-à-dire vraiment faire ça avec levier, avec des BTC en crédit, avec des stop loss et des TP, c'est forcément ce qui va les rendre riches, qui veulent faire un peu comme dans les films. Alors je caricature un peu, mais c'est vraiment pour un peu choquer et faire comprendre que non, d'accord, le trading c'est une chose qui est difficile et peut-être que vous n'avez pas ce qu'il faut pour le tenir. Alors je dis pas que vous êtes incompétent, je dis juste que vous avez peut-être fait juste le mauvais choix et que vous allez remarquer que si vous ne touchiez pas en fait à votre argent et que c'est-à-dire que vous aviez juste investi, vous auriez peut-être fait déjà un retour sur investissement plus intéressant, plus important que ce que vous avez fait pour le moment en trading. Alors c'est à vous encore une fois de voir par rapport à vos résultats, bien entendu. Maintenant on va vite aller sur une vidéo très explicite, très simple, bien entendu. En fait, c'est une vidéo qui va comparer les actifs classiques boursiers, d'accord, par rapport au Bitcoin. On commence ici, bien entendu, je vais lancer la vidéo. J'espère qu'il n'y a pas de son à cette vidéo-là. Voilà, je la lance. Et c'est-à-dire grossièrement, pour le moment, on ne voit pas le Bitcoin. Il va rentrer en jeu à partir de 2013. Sur ce graphique-là, il existait avant 2013, on se comprend bien. Mais bon, la personne qui a fait le graphique n'a pris les données, les datas finalement enregistrées qu'à partir de 2013, jusque par après en 2019, donc jusqu'à presque 2020 de maintenant. D'accord, on va regarder ça maintenant ensemble. Voilà, on est en 2013, le Bitcoin est enfin enregistré sur les datas qu'il a mis sur le graphique. Et ce qu'on peut observer, c'est que clairement, on passe devant Lemon, on va l'appeler comme ça. Lemon, c'est un truc de marque de yoga. Peu importe, on a aussi Netflix, on a Google, on a plein de marques plus que puissantes. Et on voit que le retour sur investissement, malgré tout, toutes ces marques-là, elles sont en retrait. D'accord, là, on est encore en 2017. On est d'ailleurs dans le tout gros bull run qui a duré jusqu'en décembre 2017, tout début de 2018. Et après, le gros crash, comme on l'a connu, bien entendu, jusque finalement fin d'année 2018. Donc là, grosse rentabilité, vous l'avez vu sur le BTC. C'est une chose qui se répète et qui d'ailleurs maintenant, depuis finalement le début d'année 2020, non pas 2020, excusez-moi, début d'année 2019, sauf erreur de ma part, il faudrait que je vois dans les dates, c'est quand le plus bas qui a été fait là? C'est il y a maintenant déjà un an? Non.
C'est déjà un an maintenant. C'est quand? Si c'est voilà, décembre de 2018. Depuis 2018, on connaît également de nouveau un petit bull run. Il faut comprendre que là, on l'a pas vu malheureusement en vidéo, mais le BTC a un ROI de dingue, d'accord? Donc je vais quand même remettre un petit arrêt sur image juste pour le voir parce que c'est vraiment incroyable. On fait un arrêt d'image ici. Voilà, par rapport aux autres stocks, il faut savoir que si vous aviez mis un petit billet sur le BTC et pas touché, vous seriez sur un retour de fou en fait, hein, vraiment un retour de dingue. Donc voilà, maintenant, juste pour montrer ici, le Bitcoin fait partie, s'il n'est pas d'ailleurs, j'ai même envie de le dire, est l'actif le plus rentable en termes de retour sur investissement, en tout cas depuis la décennie qui s'est passée. Pour le moment, il n'y a pas mieux que le Bitcoin. Le Bitcoin, pour utiliser un terme vraiment simple, il a tout déchiré, d'accord, par rapport aux autres, il a gagné, d'accord, c'est bête et idiot, mais voilà, le visuel est là, il n'y a rien qui peut dépasser le Bitcoin jusqu'à présent pour le moment, depuis une dizaine d'années, d'accord. Donc ici, très simple en vidéo, on a montré ça. Par après, je voulais également vous montrer un petit outil très sympathique, vous pouvez le tester chez vous, vous dira, mais c'est-à-dire que ben, je trade depuis, je sais pas, vous tradez depuis peut-être un an, peut-être depuis 2 ans, peut-être depuis plus longtemps. Vous allez juste regarder depuis combien de temps vous tradez, si vous n'avez pas fait d'investissement bien entendu, ou si vous avez fait un ROI par rapport à la somme que vous avez octroyée eh bien, au trading, vous allez juste dire, ben voilà, on part sur une somme classique, une somme plutôt simple, c'est pas trop élevé, c'est pas trop bas, j'ai vraiment pris une somme plutôt moyenne d'investissement pour le trading, c'est vraiment une somme tout ce qui est le plus raisonnable à mon sens. Ici, 2000 $. On met 2000 $ et par rapport à votre date vous regardez votre historique, hein, normalement vous avez un fichier, vous avez dû remplir un tableau Excel ou que sais-je pour gérer vos trades, mais vous allez juste indiquer la date à laquelle eh bien, vous avez commencé votre trading. C'est-à-dire qu'on va dire que vous avez commencé, j'en sais rien, en 2017. Allez, on va dire que non, en 2017, on va prendre on va même prendre le crash, on va prendre 2018. J'ai pas indiqué bien ça, donc 2018, à mon avis ça donnera du coup peut-être un ROI négatif, qui sait, mais voilà, on va dire que vous avez mis 2000 € en investissement à partir de 2018. Ça va nous donner un ROI, bien entendu ici, qui est de 11%, c'est pas beaucoup, hein, 11%. Malgré tout, donc ici un retour de 230 $ sur l'investissement, malgré tout, regardez maintenant vous, hein, si c'est bel et bien la date là, hein, c'est juste un exemple aujourd'hui pour illustrer, mais vous le faites de votre côté, qu'est-ce qui s'est passé avec votre trading? Est-ce que vous êtes à 11% de rentabilité par rapport à votre trading? Oui, non. Maintenant, si vous aviez commencé le trading plus tôt, d'accord, avec ces 2000 € par exemple, et que vous aviez commencé en 2016, d'accord, bah là au contraire, c'est la personne qui a normalement fait cet investissement se retrouve avec un ROI de 1100%, c'est-à-dire un retour sur 2000 € d'investi de plus de 22 000. Donc clairement, il faut le comprendre que c'est énorme. Est-ce que vous avez réussi à avoir un résultat pareil de 1000% en trading? À vous de voir, à vous de faire ce calcul-là de votre côté. C'est un outil vraiment pour ben voilà, pouvoir comparer. Est-ce que j'ai fait le bon choix de trader? Je regarde mes résultats en trading et si j'avais pas tradé et juste mis l'argent, est-ce que j'aurais eu un retour sur investissement plus intéressant? Cet outil-là, vraiment, c'est pas du voyeurisme ou quoi, c'est vraiment par rapport au trading, voir si vous avez réussi à avoir bien finalement, comment dire, une performance meilleure que si vous n'aviez pas tradé, d'accord? C'est bête, mais parfois trader, c'est moins bien que ne pas trader. Et c'est surtout souvent le cas, parce que souvent, malheureusement, les personnes qui tradent et qui font un ROI intéressant, parce qu'il y en a qui arrivent à faire un beau ROI, il y en a qui tradent très bien, et il y en a plein qui m'écoutent à mon avis, qui y arrivent très, pas simplement, mais qui arrivent très bien et avoir un ROI très intéressant. Il y en a sûrement plein qui m'écoutent, mais malheureusement, ceux qui se reconnaissent et se disent oui, en effet, je gère, waouh, j'ai fait un ROI super intéressant, sachez que vous, là, qui se retrouvez dans ce cas de figure-là, vous êtes plutôt rare. Il faut le savoir, hein, les gens qui traitent correctement, eh bien, ils sont pas nombreux, d'accord? La plupart des gens qui se lancent dans le trade, malheureusement, bah, se retrouvent à faire des pertes. Et jusqu'à un moment où ils se disent, j'ai fait trop de pertes, maintenant je vais arrêter le trading, tant pis. Je laisse ce qui me reste finalement vraiment dans l'investissement pur et tant pis, d'accord? Mais ça, c'est la plupart des gens. C'est bête, mais c'est comme ça. La plupart des gens essayent le trading, remarquent que finalement, c'est pas si facile, que c'est pas si simple, qu'il faut vraiment tout le temps être derrière son PC. C'est bête, mais le trading, si vous n'êtes pas présent derrière votre ordinateur, devant les graphiques et que vous ne gérez pas la chose, ça ne va pas. Si vous n'avez pas non plus une stratégie long terme, également par rapport à un risque management, vous n'avez pas, comme dit par exemple, c'est bête, mais si à vous je vous parle et vous n'avez pas de comment dire, tableau Excel d'ouvert ou n'importe quelle autre note, mais en tout cas une stratégie mise en place, si vous vous dites, ah ben non, je passe, moi je trade, voilà, je mets un peu d'argent, j'ouvre mon truc, je mets mon stop, je mets mon ratio, et bon voilà, et puis voilà. Si vous êtes dans ce cas-là et que c'est plutôt brouillon et que vous vous reconnaissez, bah, c'est pas non plus le meilleur des cas. Donc vous ne ferez, à mon avis, pas partie des gens qui pourraient dépasser, par exemple, le ROI, eh bien, d'un investisseur simple
simple. Donc un investisseur simple, sans toucher, depuis 2016 par exemple, bah, vous avez bien vu, c'est la folie. Hein. Donc vraiment, outil ici très intéressant. Alors, c'est sur quel site? Je vous laisse ici lire, c'est cryptogrond.com, Bitcoin Profit Calculator. Bon, rien de complexe. Vous allez sur ce site-là, vous regardez votre période de trading, vous mettez l'argent et vous regardez si vous avez été plus rentable, oui ou non, en faisant du trading. J'en doute. Hein. Personnellement, le rapport est tellement élevé que j'en doute, encore une fois. D'accord? Maintenant, ce qu'on va regarder également, c'est premièrement, pourquoi est-ce que il est sûrement plus intéressant finalement pour beaucoup d'entre nous de faire du holding, c'est-à-dire de l'achat long terme sans rien toucher, vraiment laisser dormir son argent pendant un long terme de temps plutôt que de faire du trading. Premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que tous les jours, toutes les heures, il y a des BTC qui sont perdus. C'est-à-dire qu'il y aura un nombre maximum de BTC qui est aux alentours de 21 millions. Pour le moment, sauf erreur de ma part, on est aux alentours des 18 millions de distribués. De tête, je me trompe peut-être, mais dites-moi dans les commentaires si je me suis trompé, mais je ne pense pas. Mais maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que tous les jours, il y a du BTC qui est perdu. C'est-à-dire que quoi? Il y a des gens qui ont des clés privées et qui ne s'en rappellent pas. C'est bête, qui est caché dans une armoire, qui savent pas qu'ils l'ont ou qu'ils l'ont, mais qui ont oublié les codes d'accès à cette clé privée ou peu importe. Il y a tellement de choses qui font que des BTC peuvent être perdus. Donc ça déjà, il faut le prendre en compte. En plus de ça, il y a des personnes qui achètent, bien entendu, du BTC et qui, elles, au contraire, vont jamais le vendre. C'est-à-dire que c'est vraiment des purs et durs et c'est des personnes qui vont garder leur investissement dans le trading, pas dans le trading du coup, mais dans le BTC 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et j'en passe des années et des années. Et c'est-à-dire que c'est des BTC qui vont rester bloqués très longtemps. Juste pour donner des exemples, Bitfinex, etc., c'est un peu comme les banques, Bitfinex, Bitrex, tout ce qui existe dans le trading, également dans les échanges pour acheter, Coinbase, etc. Tant que vous n'avez pas retiré l'argent de chez eux et que vos bitcoins ne sont pas sur une clé privée, mais sont mis chez eux, l'argent est à eux. C'est bête, mais c'est un peu comme une banque. Hein. Si vous êtes chez Coinbase et que vos BTC sont chez Coinbase, que vous ne les avez pas retirés, l'argent est sur Coinbase. C'est pas différent. C'est-à-dire que c'est une base de données, c'est une base de BTC, c'est ça que je voulais dire, tel par exemple l'argent dans les banques. L'argent que vous avez en banque, imaginez vous avez, je vais donner un chiffre au hasard encore une fois pour choquer personne, vous avez 10 000 euros en banque, à n'importe quelle banque, hein, votre banque à vous. Les 10 000 euros, il faut savoir qu'ils sont à la banque là, hein, il ne faut pas croire qu'ils sont à vous, hein, même si c'est écrit très joliment sur votre compte bancaire quand vous allez au guichet et que c'est au guichet, enfin vous voyez à l'ordinateur là, et qu'il est écrit 10 000 euros, sachez que les 10 000 euros, déjà si vous voulez les retirer d'un coup, il faudra signer un papier, dire qu'est-ce que vous allez en faire, expliquer les choses, etc. et passer par des procédures. D'accord? Alors, 10 000 euros, c'est pas beaucoup, encore une fois, entre guillemets, peut-être pour des sommes plus importantes, mais j'essaye vraiment d'illustrer mes propos. D'accord? Il faut comprendre qu'en fait, cet argent-là, à qui il est à la banque. La banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le faire travailler, d'accord? Elle va faire des investissements X ou Y, elle va faire en sorte que cet argent-là rapporte de l'argent à la banque. Mais en attendant, c'est de l'argent qui est bloqué en banque et il n'est pas à vous. D'accord? Même si vous avez l'impression qu'il est à vous, il est fictivement à vous, mais il n'est pas à vous. Vous pouvez légèrement en profiter, mais jamais à 100%, sauf dans des cas précis, si vous passez par crédit, etc., là, ça va encore. Mais la plupart du temps, si vous voulez retirer de l'argent, la banque va être là, mais pourquoi vous voulez faire ça? Elle va un peu vous piéger, quoi. Elle va un peu être compliquée avec vous, elle va vous faire signer des choses, etc., si la somme est trop importante. Mais vraiment, il faut comprendre que c'est la somme, du coup, comme pour le BTC chez Coinbase et chez d'autres échanges, qui est bloquée, qui n'est pas encore réellement à vous. D'accord? Elle sera à vous quand vous aurez l'argent en cash, par exemple pour les banques, ou alors les BTC en clé privée. Tant que c'est pas comme ça, ce n'est pas à vous, d'accord? Donc ici, il faut comprendre une chose sur le graphique ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait la proportion de Bitcoin qui est achetée depuis un certain terme de temps. Ce qui est en bleu ici, c'est la partie la plus intéressante. Vous voyez la bleue ici en haut à droite, c'est la partie des personnes qui ont acheté du Bitcoin depuis 5 ans ou plus, d'accord? 5 ans ou plus, cette portion-là ne va faire que grandir. Il faut être conscient de ça. Cette portion-là ne représente pour le moment que, entre guillemets, 21, presque 22%, mais elle va faire que grandir, d'accord? C'est obligé. Donc ici, en fait, l'objectif, c'est de réussir, pour quelqu'un qui fait de l'achat long terme, d'au moins se retrouver dans cette phase bleue, de se retrouver dans le haut du tableau. Ceux qui restent bloqués dans le bas, c'est-à-dire les gens qui n'arrivent pas à tenir des positions long terme, c'est-à-dire que les gens qui vendent après 3 mois parce qu'elles pensent que voilà, ou qui vendent après 1 an, 2 ans, 3 ans, tout dépend, hein. Il y a l'investissement en termes de ratio de rentabilité et l'investissement long terme. Il y a ces deux investissements long terme possibles.
disponible, mais malgré tout, j'encourage, et personnellement, c'est ce que je fais, j'ai quand même, et tout de même, une partie de mon bag qui est dans l'investissement long terme, juste en termes de sécurité. C'est-à-dire que vraiment, c'est un investissement sécuritaire. Si jamais il y a un crash boursier, que je sache pas, qu'il y a une troisième guerre mondiale, là maintenant d'ailleurs avec l'Iran et les États-Unis, que sais-je, vraiment, j'aurai encore et toujours des BTC de sécurité qui vont dormir, d'accord? Et si jamais ça se retrouve être comme l'or, une réelle finalement réserve. Une réserve d'argent, vraiment, donc vraiment un investissement sécuritaire, on va l'appeler comme ça, eh bien, ça sera que du bénéfice pour moi. Donc, j'aurai encore toujours du BTC, et il y a une partie de mes BTC que je ne vendrai jamais pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce sera peut-être pour mes enfants, peut-être que j'en profiterai du coup jamais, parce que je les vendrai jamais. Je vous le dis, je ferai juste une transition entre moi et mes enfants, et je transmettrai ça à mes enfants, d'accord? Donc, vraiment, ayez conscience d'avoir également un peu de BTC que vous ne vendrez jamais. C'est bête, mais comme ça, vous le sachez, il faut être vraiment dans le haut du tableau ici, il faut faire partie des anciens, clairement en tout cas en termes de BTC, c'est vraiment l'objectif, en tout cas pour une partie de son bag. Il y a l'autre partie du bag qu'on vendra bien entendu parce qu'on aura fait un certain ratio de rentabilité et il faudra le vendre. Donc ça il faut le comprendre, le BTC d'ailleurs ici on le voit, hein, ne fait que monter en termes de prix. Maintenant rien n'assure encore et toujours forcément la hausse de ce prix infiniment, mais malgré tout quand on va sur le BTC et qu'on change de graphique et pas celui-ci et qu'on va sur celui-ci, que je me mets en weekly, en weekly, je pense que ça sera visible. Oui, donc ça c'est parfait. Et qu'on va en weekly, d'accord? Ici, ce qu'on peut observer premièrement, alors ici, j'ai illustré tout simplement chaque halving. Les halvings se passent plus ou moins tous les 4 ans, c'est-à-dire plus précisément tous les 210 000 blocs minés. Donc grossièrement, si on arrondit tous les 4 ans. Ici, le prochain halving à faire serait aux alentours de mai de cette année-ci. Donc d'ici 3 mois, maintenant un peu moins, donc 4 mois, un peu moins, donc 3 mois. Donc ici, clairement, on arrive proche du halving. Il faut savoir qu'au moment du halving, ce qui fait en fait également qu'on a plus de rareté, que le prix augmente également du BTC de manière, on va le dire, on va le mettre ici en logarithmique pour le montrer, de manière assez finalement linéaire, hein. Ici on peut voir que ça monte de manière assez correcte et assez linéaire malgré les crashs qu'on peut reconnaître ici à chaque fois. Eh bien il faut comprendre une chose, c'est que le fait qu'on divise à chaque halving la récompense par bloc miné pour les mineurs font qu'il y aura toujours et encore moins de BTC disponibles tout le temps, d'accord? Donc à chaque fois on va les diviser. Pour le moment on est à 12,5 BTC de récompense par bloc miné, d'accord? Donc faites le calcul, pour le moment on est à 8000 et quelques dollars pour un BTC x 12 et vous aurez finalement la récompense par bloc miné, d'accord? C'est partagé également par le nombre de mineurs par bloc, etc. Mais peu importe, d'accord? Donc ici, voilà, là maintenant il faut comprendre qu'on a une distribution continue de ces BTC là presque toutes les 10 minutes. Un bloc est miné plus ou moins toutes les 10 minutes, parfois moins, parfois plus, mais plus ou moins toutes les 10 minutes, il y a 12,5 BTC qui sont distribués sur la blockchain. D'accord, et donc on peut en profiter. D'ici 3 mois, c'est fini. Ça sera plus 12,5. On va faire en sorte que ça soit plus rare, qu'il y en ait moins, et on va passer à 6,25. L'offre et la demande va changer. C'est-à-dire que l'offre, elle va diminuer. Elle va passer de 12,25 à 6,25 toutes les 10 minutes. C'est déjà différent, hein. C'est déjà moitié moins d'offres là. Par contre, la demande, est-ce qu'elle va diminuer? À mon sens, après vous en pensez ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes dans l'optique de le BTC va mourir. On en parle de moins en moins. C'est quelque chose dans lequel on va mettre de moins en moins d'argent. Et pour ma part, eh bien, finalement, du coup, la demande va diminuer. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Moi, je suis au contraire dans l'optique de on en parle de plus en plus. Il va prendre de plus en plus de place. On va mettre de plus en plus d'argent dedans. Et donc, la demande va augmenter. Du fait qu'on diminue l'offre, qu'on va augmenter, selon mon point de vue, vous pouvez avoir un autre point de vue bien entendu, également on va augmenter la demande, le prix devrait augmenter. Donc je m'attends, n'empêche, à un prix qui augmente, d'accord? Maintenant, encore une fois, c'est une question de laisser le temps faire, etc. Il ne faut pas s'attendre, parce que c'est halving également, forcément à retrouver une courbe pareille, d'accord? Non, on commence doucement, on reprend doucement la hausse, et puis après on peut reconnaître peut-être, encore une fois, un bull run. Maintenant, une hausse, j'ose l'imaginer, un bull run, j'ose l'espérer, mais encore une fois, on ne va pas utiliser les termes trop forts, trop rapidement. Laissons encore une fois le BTC faire son histoire et montrer ce qu'il a envie de montrer. D'accord? Donc là maintenant, est-ce que j'ai tout montré? J'ai montré ça, j'ai montré quelques outils, hein. L'outil le plus important dans ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est surtout ceci. C'est bête et simple, mais c'est le calculateur. Si vous avez vraiment tradé pendant un certain temps, un laps de temps passé, regardez combien vous aviez au début, combien vous avez maintenant, faites le pourcentage en rentabilité, introduisez la date ici et voyez votre résultat. Est-ce qu'il est meilleur
ou moins bon que si vous aviez investi. Ça, c'est important à faire, d'accord? Ayez un recul là-dessus. Si vous voyez qu'il est moins bon, posez-vous premièrement la question de pourquoi. Est-ce que vous avez loupé le bull run ou je ne sais pas, peu importe. S'il est moins bon et que vous voyez que c'est de votre faute, alors là, mettez ça de côté et dites-vous, je suis peut-être fait pour l'investissement seulement. Si au contraire, il est meilleur, alors là, let's go, hein, continuez, faites votre truc. C'est go, vous êtes extrêmement bon. Maintenant, voilà, il faut le comprendre. Voilà, c'est pour ça que tout ici, c'est le plus important. Pourquoi? Eh bien, on a ça, c'est pour pouvoir déterminer, comme dit, si oui ou non, il est bon pour vous de trader. Maintenant, on va passer sur le graphique. Alors, je retire déjà le logo, je retire l'auto, vais retourner sur le graphique de Bitfinex qu'on travaille actuellement. Je vais agrandir l'écran. Et maintenant, on va faire l'analyse de ceci par rapport à hier, d'accord? Par rapport à la rétrospective de hier, de ce matin, pardon. On voyait un rebond ici, encore une fois. Donc ici, c'est normal, hein? Quand eh bien, on vend, il y a un moment où il y aura plus d'acheteurs et rebond de l'achat, d'accord? C'est tout à fait normal. Mais encore une fois, comme dit, on n'a pas de boule de cristal. Est-ce qu'on est bel et bien dans ceci? Alors là, je suis en weekly, donc ça bug pas mal, hein? Vous avez vu mon affichage ici, à chaque fois la ligne en haut, les onglets qui disparaissent, c'est bizarre, mais bon, on va passer vite fait en 4 heures. Comme ça, voilà. Donc ici, clairement, voilà, hein, on se retrouve par rapport à ce qu'on avait hier, ce matin. Hop, rebond. Oh. Ici, pardon, rebond de 2, et puis après, on continue à baisser. D'accord? Donc voilà. Maintenant, clairement, c'est ce qu'on reconnaît, rebond de 2, et après, on continue à baisser. On va regarder ensemble où est-ce qu'on en est, quel sous-décompte on peut avoir, est-ce que ça sent bon, est-ce que ça sent mauvais, etc. etc. Je ne sais pas en quel time frame me mettre. Je vais me mettre ici comme suit. Voilà, hop, je vais mettre là comme suit. Hop, je vais mettre le bas de ma une là. C'est-à-dire que là, maintenant, premièrement, cette 2-là a des objectifs. La plupart du temps, d'accord, la plupart du temps, elle doit retrouver normalement un objectif entre les 50 et les 61,8% Fibonacci. Donc, on va le placer. 50, 61,8. Ici, je vous le dis déjà, on l'a dépassé. Hein. On l'a dépassé. Hein. Regardez, ici, donc l'objectif serait pour cette 2-là, dans les cas les plus fréquents, de s'arrêter entre les 50, la ligne verte ici, et les 61,8% de Fibonacci. Je vais décaler juste à droite, comme ça, vous pouvez lire les chiffres. Voilà, d'accord? Ici, d'accord? Alors maintenant, il est plus forcément, si ça joue à rien, ça joue à quelques pixels. La plupart du temps, c'est là qu'on retrouve une vraie résistance, d'accord? Ici, maintenant, on transperce légèrement. C'est pas pour autant, tout simplement, que forcément, la 2 est invalidée. C'est juste que peut-être, souvent, en fait, c'est le cas également, quand on retrouve un pic, voilà, là, c'est la réelle question des personnes. Alors là, je vais exprimer finalement de manière simple comment on peut interpréter chaque vague. En fait, grossièrement, la première vague 1, qui est indiquée ici en blanche, c'est la première vague de vendeurs. Les tout premiers vendeurs, d'accord? C'est vraiment les plus agressifs des vendeurs et ils se disent, voilà, moi je lâche mon paquet, je lâche mon bag, je repasse vendeur sur le BTC. Et en fait, c'est la première vague où les personnes qui sont encore bulles, c'est-à-dire les personnes qui sont haussières sur le BTC et qui veulent voir le BTC encore monter, vont prendre ceci juste pour une correction. Dire, c'est une correction, c'est une baisse, tout ce qui est de plus classique et on remonte après, on va to the moon. La chose est qu'après, du coup, cette réaction-là, c'est toujours ces personnes qui pensent qu'on va acheter to the moon, qui pensent qu'on va aller voir les plus hauts, et du coup, ça traduit une forte 2. C'est pour ça qu'on va chercher au moins, normalement, la moitié du retracement, voire 61,8, voire même peut-être plus, comme on est occupé de faire maintenant. Ça représente les dernières personnes qui croient à fond, finalement, à la hausse. Là, voilà pourquoi une 2 existe. C'est vraiment les derniers acheteurs du marché qui est peut-être maintenant baissier, qui commence. Je dis peut-être parce qu'on n'a pas de boule de cristal, il y a un plan de trading à mettre, hein, d'accord? Encore une fois et toujours, si vous n'avez pas de plan de trading, comme dit, eh bien, arrêtez le trading, d'accord? Donc ici, voilà, donc rebond de 2, on va revoir des prix pour 2. Par après, on a la 3. Alors la 3, c'est-à-dire que là, maintenant, c'est quand les personnes qui sont bulles et qui voulaient voir la hausse n'arrivent pas à soutenir le prix à la hausse, que le prix, malgré leur achat, le prix n'arrive pas à monter et ce qui fait, il baisse, d'accord? Malgré le fait qu'il y ait des boules et qui est celle d'acheter, la pression vendeuse est trop grande et le cours, il baisse. Dès qu'on cassera le plus bas qui est connu ici, donc le bas de la là et qu'on entamera la grosse chute ici, et clairement là tout le monde va lâcher, va dire bon mince, on a mal vu la chose et maintenant la confirmation baissière s'indique, là boum, grosse chute et c'est pour ça que la 3 est souvent la plus puissante et qu'on retrouve vraiment ici j'arrive pas à retirer ma flèche encore une fois, et qu'on retrouve la 3, d'accord? La 3 encore une fois à un moment, elle descend fortement, mais encore comme et toujours, il y a des gens qui veulent acheter le marché, encore et toujours. Malgré tout, là, on se retrouve juste avec les tout derniers boules qui veulent encore une fois appuyer la hausse. Là maintenant, la 4 est la plupart du temps quelque chose de beaucoup plus faible, ce sont vraiment les derniers petits rebonds, quoi. C'est vraiment les dernières personnes qui croient encore légèrement à la hausse, qui veulent essayer de faire monter le cours. Malheureusement, la pression vendeuse est extrêmement forte. Les derniers
derniers petits boules qui essayent tant bien que mal d'acheter le marché se font rect, et par après, on reconnaît la dernière 5 qui baisse, d'accord? Donc tout ceci de manière, a été dessiné hein, dans l'analyse précédente. Je fais qu'exprimer maintenant de manière imagère chaque vague. On retrouvera la dernière 5 qui là sera les derniers vendeurs, d'accord? Qui sera les derniers vendeurs, c'est-à-dire qu'après cette 5-ci, tout simplement, ça y est, les acheteurs vont enfin reprendre la main, vont enfin pouvoir dire, voilà, maintenant on achète de nouveau à un plus bas et on peut remonter. Et finalement, les acheteurs qui seront là, ce seront les vendeurs d'ici. Ceux qui ont vendu ici, ne vous inquiétez pas, c'est ceux qui vont acheter là-bas en bas, d'accord? Et les boules, malheureusement, qui n'arrivent pas finalement à faire monter le cours, vont se faire rect, vont ici lâcher la main et vont dire, j'achète plus, je me suis fait rect de temps tellement, et ça sera à ce moment-là finalement d'acheter, d'accord? Donc voilà, c'est assez illustratif et imagé comme explication, mais il est important de comprendre également à quoi correspond chaque vague. C'est-à-dire que quand on rentre sur le graphique et qu'on analyse ce qu'on a fait en fait dans la vidéo précédente, c'est important en fait de le faire et de le comprendre. On a analysé ces dernières vagues là. Alors on va les mettre au moment de l'analyse. Où est-ce que je les ai travaillées? Que je regarde vite fait. Ah, c'est pas évident. Voilà, ici. Donc ici, à ce moment-là, on voit bel et bien à l'écran 1, 2, 3, 4, puis 5. La 5, comme dit, c'est là où maintenant il va y avoir un rebond. C'est là où maintenant, il va y avoir un moment où on repasse acheteur. On est passé vendeur là. Et on repasse acheteur là, d'accord? Dans les zones où c'est vert. Et donc oui, maintenant, il y a eu une réaction haussière. On était bel et bien dans la 5, on attendait bel et bien un rebond. Le rebond, il a eu, d'accord? Il a eu lieu et il est là, d'accord? Là-dessus, rien de compliqué. Donc, on va zoomer dessus et on va voir ça. Donc ici, on est bel et bien 1, 2, 3, 4, 5, rebond, d'accord? Et on attend la 2. Maintenant, les boules font leur affaire, on les laisse monter. Si on est bel et bien enfin dans le bon plan, normalement, après, on devrait continuer à baisser, d'accord? Le sous-décompte de la 2 que je fais actuellement ici, d'accord, se fait pour le moment en WXY. C'est-à-dire que je compte pour monter, une ABC pour commencer. Alors, je vais prendre l'aimant. Hop, ici. Hop, A, B, puis C. D'accord. Je vais vite regarder également les Fibos avec vous en direct, là. Alors, le retracement se fait à 38,2. C'est un très léger retracement de B. Après, l'extension. On va regarder ça. L'extension a été chercher combien? Je vais l'étendre. Elle a été chercher les 113% de Fibonacci. D'accord. Donc ici, première vague de W. On l'a construit ensemble, comme ça vous voyez comment on le fait. Première vague de W. On va chercher un bas de X que j'installe ici pour ma part. Oups, et puis un haut de Y. Bas de X. Vous voyez le RSI? On va chercher le plus bas ici, bas de X ici. Donc ici, c'est une sous-figure, à mon avis, en flat. Voilà. Et ici, par après, on va voir les objectifs d'Y. D'accord? Objectif d'Y, comme suit. Moi, je place mes objectifs encore et toujours en profondeur de figure. D'accord. Les objectifs actuellement, ce qu'on a été chercher sont les 61,8% Fibonacci. D'accord. C'est des objectifs de vente du coup, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'on passe à l'achat là-bas en dessous, quand on avait les rectangles verts indiqués sur la vidéo précédente. Et maintenant, ce qu'on va mettre, ce sont des rectangles rouges, c'est-à-dire des positions vendeuses. Des positions vendeuses. D'accord. C'est assez simple avec mes rectangles quand même. Je trouve que ça visualise bien les choses. Pas vert du coup, mais vendeur. C'est-à-dire qu'on est passé à l'achat, vous l'avez compris en dessous, dans les rectangles verts qui étaient indiqués précédemment, là-bas dans la zone. Je vais la mettre plus large. Hop, vert, d'accord. Et maintenant, on repasse dans des positions vendeuses. D'accord. Donc ici, est-ce que j'ai pas un peu décalé mon Fibo? Voilà, d'accord. Par après, le prochain objectif d'une WXY, pardon, seront les 100% de Fibonacci ici. D'accord. Avec la 2 également là. D'accord. Donc ici, on a tout un potentiel de voir le BTC qui monte et qui va chercher les 8374 $. Alors oui, bien entendu, ça va faire waouh, et c'est parti. Ça va se jouer encore une fois à très peu. Si ça continue à pumper et qu'on casse la racine, c'est fini, on est haussier. C'est-à-dire haussier en tout cas à court moyen terme. Il faudra voir le plan plus global. Mais je reste encore et toujours, je rappelle, sur un plan qui va aller voir pour ma part les 5000 $. Donc voilà, je reste encore et toujours bear, malgré le fait que oui, on a des vagues haussières, baissières, haussières, baissières, et qu'il faut se repositionner à chaque fois selon ce que le BTC nous montre bien entendu. Ici, l'objectif tout simplement des 100, est-ce qu'il corrèle avec quelque chose du retracement de 2? Donc vente, ici, il y a un moment où on a acheté là, c'est pour faire notre trade et commencer à passer vendeur, jamais oublier ça, d'accord? Donc ici, maintenant, l'objectif, je vais prendre le retracement ici en fait, l'objectif du retracement, si on regarde ça, ce serait d'aller chercher un 90% de Fibonacci pour la 2. C'est profond, il est vrai,
Maintenant, encore une fois, ce sont des take profit partiels. Si vous avez joué ce trade-là à la hausse, eh bien, vous vendez par palier. Et maintenant, il est important de prendre déjà un petit take profit d'office. Et le prochain take profit que vous allez privilégier sera à 8372 $. Sur, en tout cas, ici, si vous jouez par rapport à Bitfinex, bien entendu, vous êtes sûrement, à mon avis, sur BitMEX ou des choses comme ça. Bien entendu, hein, on ne va pas se cacher. Eh bien, tout simplement, eh bien, la prochaine zone de vente sera ici au 100%, 90% de Fibonacci. D'accord? Donc, maintenant, on a réellement tout vu. Je vais laisser les rectangles rouges pour indiquer que ce sont des zones de vente et plus d'achat. Hein. La personne qui achète maintenant, soit c'est un peu tard, soit c'est sans confirmation haussière. La confirmation haussière, elle va se faire quand? Elle va se faire là, à la cassure de ceci. D'accord? Pour moi, en tout cas, dans mon plan personnel, c'est là. D'accord? Alors, je le mets en épais. Mais moi, la confirmation haussière, s'il doit y avoir confirmation haussière, c'est à partir de cette ligne blanche. D'accord? Tant que je n'ai pas cassé ça, je reste encore et toujours dans mon impulsif baissière. C'est bête et c'est con, mais c'est comme ça. D'accord? Donc ici, invalidation. Une fois qu'on partira au-dessus de cette ligne blanche des 8437 $, là, eh ben, je devrais retirer cette vague-ci et voir autre chose. Maintenant, on n'y est pas, étant donné que je joue mon trade, moi. Donc, je ne vais pas commencer à mettre 4 plans, encore une fois, à l'écran. Et voilà, je le tiens comme je le tiens. D'accord? Donc ici, stop loss, hein, encore une fois, comme moi personnellement, ou vous peut-être également, j'ai réussi à rentrer vraiment sur le top ici. Hein, tout est mis en vidéo précédente, de toute façon, pour en témoigner. Et bien clairement, mon stop, je ne le laisse pas dans le vert, dans le rouge, pardon. Je le descends au point d'entrée. D'accord? Comme ça, si jamais je me le fais prendre, au moins, j'aurai pas de perte liée à ce stop loss là. Encore une fois, les frais, etc. Mais ici, au moins, par rapport au stop, j'ai pas de perte. D'accord? Je suis dans le vert. Je suis rentré dans ma position d'ouverture de trade. Donc c'est bon, d'accord? Bien entendu. Maintenant, tout a été vu. Ah non, pas tout. Pas tout. J'allais oublier de montrer surtout les futurs. Les futurs, il y a une chose à observer. Alors vous savez très bien, il y a des gaps. Alors il y a des gaps de rupture, continuité, de retournement. Il y a plusieurs gaps. Maintenant, la chose est qu'on peut surtout observer le dernier gap qui est ici, d'accord? Je vais le souligner, enfin surtout l'entourer. On a un gap là. Un gap, c'est un creux, d'accord? Vous voyez le creux? La chose, c'est qu'on ne l'a pas comblé. Alors, on l'a presque comblé complètement, mais il manque quelques dollars. Alors, c'est-à-dire que quand on va lui mettre une petite horizontale, regardez, il n'est pas comblé. Un gap pas comblé, ça peut arriver. Mais encore une fois, je le rappelle, si c'est un gap qui n'est pas comblé, qui ne sera jamais comblé et qu'on va faire que des to the moon maintenant, ça sera un gap de rupture, c'est-à-dire grosse intensité haussière, etc. etc. Mais il faut le savoir qu'on a, pour donner un ordre d'idée encore et toujours, c'est pas un ordre, c'est pas un chiffre qui a été étudié, c'est juste un ordre d'idée. On a 8 chances sur 10, on va dire ça, 8 chances, 9 chances sur 10, de combler un gap. Les gaps de rupture, les gaps de retournement ou autres sont beaucoup plus rares, d'accord? Donc ici, clairement, il faut le comprendre, le gap, il n'est pas comblé. Hein, vous voyez, il y a un creux là. Hein, il est plus que visible. Il y a un endroit où il n'y a rien. Il y a rien du tout. D'accord? Donc pour moi, il faut encore en tout cas aller le combler. Donc le BTC, je m'attends à le revoir d'office à un de ces moments, enfin d'office, avec une énorme probabilité de le revoir de nouveau au prix ici des 7600 $. D'accord? Vraiment. Donc le gap ici, c'est important de le comprendre, il n'a pas été comblé. La plupart des gaps observés sur le BTC, prenez le graphique des futurs et regardez, ils sont tous comblés. Ils sont tous comblés, sauf un qui n'a pas été comblé. Et celui-là indique en fait un gap de rupture vers le bas. Le gap qui n'a pas été comblé, c'est celui-ci. D'accord? Si on observe bien, il y a un gap qui est ici, qui n'a pas été comblé. Alors, là. D'accord? Ce gap-là n'a jamais été comblé. D'accord? Là, eh bien, pour le moment, comme on peut l'interpréter selon l'historique vu, étant donné qu'il n'a jamais été comblé, on n'a jamais été recherché, ce gap-là se retrouve entre les 11 895 $ et légèrement plus haut et plus bas ici les 11 695 $. Ce gap-là n'a jamais été comblé, c'est-à-dire que si je me passe en daily, comme ça on a plus de visibilité, il faut comprendre une chose. Mince, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah voilà, parfait. Voilà, ici, je vais retirer les pointillés. Voilà. Il faut comprendre une chose, c'est que là, vu la chute qu'on a eue, ça, on l'interprète comme un gap de rupture. D'accord? Comme un gap de rupture. C'est-à-dire que ce n'est plus la tendance haussière qu'on avait ici. C'est fini. C'est un gap de retournement. D'accord? Enfin, de rupture, excusez-moi. Rupture, c'est autre chose. De retournement. C'est-à-dire qu'on n'est plus haussier.
on devient baissier, d'accord? Donc voilà, donc pour moi, historiquement, ça, c'est un gap qui indique une forte baisse, d'accord? En tout cas, dans ce contexte-ci. Ici, si jamais, au contraire, on ne va jamais combler le dernier gap ici, d'accord? Eh bien là, au contraire, ça sera un gap, comme dit, de rupture. C'est-à-dire que on va continuer à monter, on va faire ce gap et on ne va plus être dans la baisse, d'accord? Mais encore une fois, c'est des choses à observer, on regardera ça ensemble. Le gap, comme dit, n'est jamais un indice sûr et est sûrement quelque chose qui, juste une fois que le graphique s'est développé réellement depuis un certain temps, peut se dire, ok, historiquement, ce gap-là, c'est pour ça qu'il n'a pas été comblé, parce que, en fait, la hausse était extrêmement forte et on n'a jamais été le rechercher, d'accord? Il n'y avait pas assez de bears pour. Ou au contraire, le gap ici n'a jamais été comblé parce que les bears étaient trop forts et les bulls n'ont jamais eu la puissance pour les rechercher. Donc ça indique une grosse baisse. Maintenant voilà, c'est juste, en fait, les gaps, une question d'interprétation historique. Ça ne permet pas, malheureusement, de réellement trader. Même s'il est vrai, on a beaucoup de chances d'aller les combler, d'accord? Mais c'est pas l'indicateur le plus optimal, d'accord? Maintenant, si on ne le comble pas, on ne le comble pas. Et c'est comme ça et c'est la vie, d'accord? Donc là, maintenant, dernière chose sur ce gap-là. Comme ça, maintenant vous savez tout par rapport à ce gap-là. Je me suis un peu mélangé les pinceaux entre les gaps de rupture et de retournement. Ah, c'est pas grave, je vais vite aller après relire ma théorie. Parce que voilà, parfois, vous savez, ça chamboule un peu la tête. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir finalement en trading, en analyse. Mais je vais aller après revérifier tout simplement ça. Mais sachez que de toute façon, ce que je vous ai dit, c'est pas non plus n'importe quoi, hein. Je connais quand même un minimum de quoi je parle. Là, on a tout vu réellement maintenant. On a vu le gap qui devrait être comblé, n'empêche, hein. On a quand même pas mal de chances de retrouver un gap comblé. On a vu les vagues ici. On a tout vu. On a tout vu. On va pas parler du grand plan. On en a déjà parlé hier, il me semble. Donc on va arrêter là. Donc voilà, la grosse vidéo d'aujourd'hui, c'était surtout pour voir si bien le trading vous deviez continuer de votre côté. Aussi au contraire, il était bon de peut-être se dire, je suis pas excellent en fait, et peut-être bon d'arrêter. D'accord? Encore une fois, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais faites les bons choix. Si vous voyez que vous êtes mauvais, et c'est pas pour être méchant, mais si vous prenez ce constat de vous êtes mauvais, arrêtez, faites de l'achat à long terme. Si au contraire vous voyez que vous êtes excellent, alors appuyez sur le clou et allez-y, continuez le trade et c'est fait pour vous, d'accord? Mais il faut encore une fois être humble et pouvoir de votre côté pouvoir identifier si oui ou non vous êtes bon. N'essayez pas de vouloir croire être dans un film et vous dire oui je suis comme dans le film extrêmement bon et je vais devenir riche. Non, d'accord? Si vous êtes mauvais, d'accord? Et au moins allez, comment dire, cette honnêteté vis-à-vis de vous et de ne pas perdre plus d'argent que ce que vous êtes peut-être en train de perdre, d'accord? Si vous perdez de l'argent actuellement, arrêtez la catastrophe. Pensez pas que vous allez rattraper ça, c'est juste que vous êtes mauvais, d'accord? Je suis désolé, hein, mais il faut voir par rapport à l'investissement, d'accord? C'est surtout ça qu'il faut regarder, d'accord? Donc maintenant, encore une fois, comme si vous vous sentez concerné, du coup, c'est qu'il faut arrêter. Si vous ne vous sentez pas du tout concerné par mes propos, continuez, hein, d'accord? Encore une fois et toujours. Maintenant, on a tout vu réellement, on va se laisser, d'accord? On se voit, à mon avis, demain pour d'autres analyses, bien entendu. Sur ce, réellement, ciao.